De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, bienvenue à nos auditeurs et nos auditrices, vous êtes bien sur RBS 91.9. Pour écouter votre émission de Strasbourg et d'ailleurs que vous propose le Conseil des résidents étrangers. Alors pour ce dimanche 13 mai, une émission tout à fait particulière, puisque c'est une émission que nous avons enregistrée en avance, que nous avons enregistrée, Tata Marianne et moi-même, c'est-à-dire Eric, pour vous parler des MOAF. Alors les MOAF, c'est les modules d'orientation et d'apprentissage du français qui s'adressent à des jeunes étrangers qui ne parlent pas notre langue. Et pour parler de ce sujet, nous avons rencontré Maryse Simon, qui est coordinatrice d'un MOAF au lycée Le Corbusier, et Madame Zorn, une enseignante. Nous avons également rencontré quelques élèves, Zahira, Nisrine, Mohamed, Ahmad et Lindrit, qui nous parlent un peu de leur expérience à ce niveau-là. Et tout de suite, nous allons entendre l'interview de Madame Maryse Simon par Tata Marianne. Bonjour, aujourd'hui nous accueillons Maryse Simon qui est coordinatrice d'un dispositif d'aide à l'apprentissage du français au lycée Le Corbusier. Bonjour Maryse Simon. Bonjour. Nous allons consacrer cette émission à l'accès au droit à l'apprentissage de la langue française pour les personnes étrangères, ou plutôt, m'avez-vous dit, allophones, c'est-à-dire qui ne maîtrisent pas la langue française. Qu'en est-il dans le cadre du dispositif que vous conduisez ? Ce dispositif est effectivement à l'intention des allophones qui ont plus de 16 ans et qui recherchent une scolarisation dans l'éducation nationale dans le système français. Et malheureusement, pour toutes ces personnes qui attendent des places, l'obligation scolaire ne concerne que les mineurs de moins de 16 ans. Et donc, pour ce public-là, il y a des structures qui sont appelées des UPE2A. Mais pour les jeunes qui ont plus de 16 ans et moins de 18 ans, qui sont encore des mineurs, chaque académie propose ce qu'elle peut faire avec les moyens qu'elle a pour l'accueil de ces jeunes. Et donc là, on a de grands besoins, et particulièrement dans notre académie. Justement, nous sommes ici à Strasbourg et dans l'académie de Strasbourg et dans le Bas-Rhin. Et vous conduisez un dispositif au nom un peu étrange, un acronyme, je crois, un MOAF. Qu'est-ce que c'est que ce MOAF ? Alors, le MOAF, c'est le module d'orientation et d'apprentissage du français, qui est donc un des dispositifs mis en place par l'Académie de Strasbourg pour ces jeunes. Il y a d'autres structures qui accueillent des jeunes, notamment pour ce qu'on appelle les non scolarisés antérieurement ou très peu scolarisés antérieurement, et un dispositif d'accueil pour des jeunes qui ont déjà un très bon niveau dans d'autres langues au lycée international des Pontonniers. Mais pour la majorité des jeunes qui recherchent l'apprentissage du français, il y a malheureusement très peu de solutions et donc le MOAF est souvent très convoité. Maryse, on revient à notre MOAF, donc le module d'orientation et d'apprentissage du français. Pardon, le module d'orientation. Je cherchais le O justement. Je me suis dit, il doit bien y avoir le module d'orientation et d'apprentissage du français. Donc, ces jeunes ont entre 16 et 18 ans. Comment ça se passe pour qu'ils puissent accéder à votre dispositif ? Alors, c'est un dispositif qui s'adresse aux jeunes, avec priorité aux jeunes de 16 ans, puisqu'il s'agit en fait d'apprendre le français pour construire un projet professionnel et donc après aller dans une formation diplômante professionnelle, donc dans un lycée professionnel de l'académie. Et par souci de cohérence pédagogique, donc on donne priorité théoriquement aux élèves de 16 ans. Mais on accepte bien sûr encore les élèves de 17 ans. Pour accéder au MOAF, il faut être en France depuis moins d'1 an et essayer d'avoir appris le français à partir du moment où on est arrivé. Puisqu'il y a très peu de places, beaucoup de demandes et que l'objectif est une insertion dans une formation diplômante.
généralement un CAP, de temps en temps un bac pro et exceptionnellement d'autres parcours scolaires. Mais il s'agit d'une scolarisation en vue d'une poursuite d'études dans le système de l'éducation nationale français. Il ne s'agit pas d'un club pour apprendre le français ou pour après faire d'autres choses. Et malheureusement, on ne peut pas aller directement du MOAF à l'université, puisque souvent des jeunes qui ont 17 ans veulent, dès qu'ils ont 18 ans, pouvoir aller à l'université, mais le niveau est très, très, très rarement possible. De mémoire, je ne connais aucune personne qui a pu aller à l'université. Vous voulez dire que ce dispositif du MOAF apprend le français, mais offre éventuellement ensuite des possibilités d'orientation diplômante, mais pas directement de diplôme. Non, pas de diplôme. Pas le bac, par exemple. Ah, pas du tout, pas du tout. Là, nous amenons les élèves, en fait, qui ont un niveau vraiment très basique, voire nul en français, vers ce qu'on appelle le niveau du diplôme d'études en langue française, A1, A2 ou B1. Et le niveau requis pour entrer en CAP, donc qui est le tout premier diplôme qu'on peut passer dans le système de l'éducation nationale française, c'est théoriquement un niveau A2, B1 pour pouvoir comprendre notamment les consignes de sécurité quand on travaille dans un atelier, pour comprendre les consignes des professeurs. Et donc, il faut avoir vraiment un niveau minimum de compréhension du français à l'écrit et à l'oral. Et donc, on entraîne les jeunes au français, mais aussi nous avons beaucoup d'heures de cours. C'est un dispositif qui propose une 30aine d'heures de cours par semaine, donc c'est très soutenu comme rythme. Il faut aussi avoir la santé et être très motivé parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'heures de cours toute la journée et beaucoup de devoirs et de travail le soir pour pouvoir atteindre le niveau. Puisque ce dispositif, pour pouvoir accueillir plus de jeunes, c'est un dispositif qui marche en semestre, c'est-à-dire une demi-année scolaire, ce qui revient à 17 semaines de cours. Donc, tous les élèves doivent apprendre le français en 17 semaines pour atteindre le niveau des élèves de CAP au minimum. Ah oui, ça a l'air d'être un marathon. C'est un marathon. Il faut avoir beaucoup de... C'est pour ça qu'il faut que les élèves soient réellement motivés et qu'ils soient en capacité d'apprendre. Et nous avons malheureusement beaucoup de jeunes qui viennent d'arriver en France et qui sont encore dans un état d'esprit qui ne leur permet pas de se consacrer à l'étude, à l'apprentissage. Il y a certains jeunes qui sont traumatisés parce qu'ils ont vécu dans leur parcours personnel, familial ou plus largement, et donc qui ne sont pas en capacité de pouvoir apprendre le français directement. Malheureusement, pour ces jeunes, c'est compliqué s'ils ont déjà 17 ans, puisqu'ils ne pourront pas attendre dans un module suivant. Oui, Maryse, revenons à votre accueil des jeunes que vous avez dans le MOAF. Vous avez dit au départ de notre entretien que c'était toujours des allophones, mais vous avez aussi, j'ai cru comprendre qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Enfin, il y a beaucoup de demandes. Et comment est-ce que vous faites? Comment ça se passe pour accueillir ces demandes, éventuellement faire en sorte qu'ils arrivent ou non jusqu'à chez vous, en dehors des questions d'âge? Alors là, effectivement, il y a beaucoup trop peu de place pour le nombre de demandes. Et donc, tous les jeunes qui veulent une scolarisation doivent aller dans les CIO, en espérant qu'ils soient encore là l'année prochaine, et puissent se signaler pour qu'on puisse évaluer leur niveau et essayer de proposer quelque chose. Et donc, il y a tout un parcours. Et donc, la première étape est d'aller dans un CIO. Mais dès qu'ils arrivent en France, il faut que tous ces jeunes, qu'ils soient en famille ou qu'ils soient des mineurs non accompagnés, il faut que tous ils fassent le maximum pour apprendre le français. C'est-à-dire qu'il faut rechercher tous les cours dans les associations, dans les espaces culturels, dans les... Vous voulez dire que aide-toi, oui, d'abord, avant de demander quelque chose à l'administration? Non, c'est les deux. C'est le cumul. Il faut faire les deux. C'est le cumul. C'est-à-dire qu'il faut, et en fait, il ne faut pas perdre son temps. On a beaucoup de jeunes qui viennent, ils sont depuis presque 1 an en France, ils ne connaissent pas l'alphabet.
ils ne savent pas compter jusqu'à 10, ils ne peuvent pas donner leur adresse, leur numéro de téléphone et ils ne savent même pas épeler leur nom. Et comme il s'agit d'une intégration dans une formation diplômante, dans l'éducation nationale, et qu'on doit bien se rendre compte de la marge de progression et des chances de réussite de ces élèves à un futur examen, si en un an, un élève n'a pas réussi à apprendre comment donner son numéro de téléphone ou épeler son nom, c'est bien dommage. Et donc, il faut que tous ces jeunes trouvent le moyen de sortir, d'aller dans les médiathèques. Ils peuvent rentrer gratuitement. Il y a beaucoup de sites en ligne sur Internet où on peut apprendre le français, entendre le français, comprendre les sons, répéter, apprendre à écrire le français, à bien écouter. Et donc, c'est gagner du temps et avoir de bien meilleures chances de réussite pour pouvoir intégrer ce MOAF qui est une porte d'accès à une formation diplômante, à un examen, à un diplôme en France. Donc, vous dites que toute famille qui arrive avec des jeunes, justement, l'âge un peu critique, entre 14, 15, 16 ans, où on est quand même aussi peut-être étranger, mais aussi un peu adolescent, et on connaît les questions d'adolescence par rapport à la scolarité, peut-être qu'ils avaient envie de s'adapter. Qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce qui va se passer une fois que la famille a trouvé quand même le chemin du CIO ou d'un centre socio-culturel? Et donc là, s'inscrire à des cours hebdomadaires, multiplier les demandes dans tous les centres socioculturels de chaque quartier. Il y a des associations aussi sur Strasbourg. Et donc se renseigner, être actif et faire le maximum. Essayer de trouver des amis. Souvent les jeunes, les adolescents aiment beaucoup le sport. Et c'est souvent grâce au sport. Ils vont dans un club. Et donc là, ils parlent français avec des amis français. Et c'est le meilleur moyen d'aborder le français et de rentrer dans l'apprentissage de la langue. Et là, essayez aussi dans les bibliothèques de démultiplier les actions. Et c'est quelque chose qui doit être vraiment un objectif de construction d'un projet professionnel. Et là aussi, les familles doivent travailler sur l'objectif. Beaucoup de familles ont pour ambition et les jeunes eux-mêmes, en arrivant en France à 16 ans ou 17 ans, en se disant « je vais aller à l'université, je vais devenir médecin, docteur, ingénieur ». Malheureusement, c'est souvent très très compliqué, même si la bonne volonté y est, mais le niveau de connaissance n'est pas forcément adapté. Et souvent, il faut faire le deuil d'une formation longue, avec un niveau très élevé, pour aboutir à un métier, un profession qui est convoitée, mais qui ne correspond pas forcément à quelque chose qu'on peut réaliser facilement. Là, vous parlez du module d'orientation, la partie orientation. Justement, dans cette orientation, je crois que votre dispositif fait partie d'un ensemble plus large qui doit veiller à ce qu'on appelle le décrochage scolaire. Exactement. Donc là, pour les étrangers qui sont venus récemment en France, il y a un problème d'accrochage scolaire quelque part, quoi. Exactement. Donc le dispositif du MOAF fait partie de la MLDS, la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Mais ces élèves sont plutôt des accrocheurs que des décrocheurs, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont parfois intégrés directement dans les établissements scolaires, dans les lycées, mais qui ont de très grosses difficultés justement dans l'apprentissage du français. Donc là, il y en a qui ont cette chance de pouvoir être intégrés, mais qui doivent faire face à de grosses difficultés et malheureusement parfois à un échec scolaire, puisqu'ils n'ont pas un niveau suffisant au départ. Justement, que deviennent les jeunes à l'issue du MOAF? Alors, comme ils sont préparés très intensément, ils ont une trentaine d'heures de cours par semaine, ils ont beaucoup de devoirs, donc nous avons un excellent taux de réussite, c'est-à-dire que nous avons, je crois, au dernier chiffre, aux alentours de 85% de jeunes qui trouvent une solution après le MOAF pour une insertion dans une formation diplômante,
par voie scolaire, parfois par l'apprentissage, et c'est un excellent taux de réussite. Mais c'est au prix de beaucoup d'efforts et beaucoup de travail, et malheureusement avec un niveau qui doit être atteint, un niveau minimum. Malheureusement pour certains d'entre eux qui sont trop loin, qui n'y arrivent pas, nous n'avons pas pour certains de solutions à proposer parce qu'ils arrivent, ils ont presque 18 ans, voire déjà 18 ans en cours de module. Et là, les perspectives sont très, très limitées. Et justement, on sait qu'il y a aussi la question des mineurs isolés. Donc, ils n'ont pas 18 ans, ils ont plus de 16 ans. Et en plus, ils n'ont pas de famille, ils sont un peu largués, quoi. Comment ça se passe à ce moment-là ? Alors, les mineurs non accompagnés, comme on les appelle maintenant, ont la chance d'avoir, justement, de par leur minorité, un éducateur qui, normalement, connaît bien les rouages et qui peut les aiguiller. Ces jeunes gens sont souvent plus conscients des enjeux d'une formation et de la nécessité de trouver une solution rapide pour une indépendance financière. Certains jeunes qui sont en famille sont parfois plus passifs parce que justement ils sont dans une situation très différente, ils n'ont pas les mêmes urgences que certains autres jeunes. On a en fait tous les cas de figure tous ces parcours sont extrêmement difficiles, chaotique, parfois même dramatique. L'éducation nationale essaie de proposer au maximum des solutions avec une équipe pédagogique qui se donne à 200% pour essayer de démultiplier les chances pour chacun. Et nous avons toujours en tête l'équité des chances. C'est-à-dire que nous avons beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont en demande et donc nous essayons de donner au maximum de ces jeunes une chance. Justement, quels moyens avez-vous, de quoi disposez-vous, de quel personnel disposez-vous pour donner ces meilleures chances aux élèves qui fréquentent votre dispositif ? Au MOAF, nous avons 2 groupes avec 2 enseignantes de français plus une équipe de professeurs de mathématiques, d'histoire, géographie, EMC, d'EPS, d'anglais. Donc nous avons plusieurs disciplines qui sont enseignées pour préparer au mieux les élèves, donc ce qui leur donne un gros volume de cours et une grande habitude. Nous leur demandons aussi de faire des stages. Nous travaillons en partenariat avec ce qu'on appelait les conseillères d'orientation qui sont devenues les psychologues de l'éducation nationale pour construire des parcours professionnels. Nous faisons beaucoup d'immersion et ce module qui regroupe donc tous les élèves du Bas-Rhin a une ouverture sur plus d'une vingtaine d'établissements dans toute l'académie qui accueillent ces jeunes quand ils sortent du MOAF pour continuer dans un CAP, dans un bac pro ou ailleurs. Et donc, il y a un vrai partenariat. Ces élèves étant toujours très motivés, ce sont d'excellents élèves. Et donc, après, ils ont de belles réussites, mais il faut s'en donner les moyens. Tout de suite, sans perdre de temps. Puisque cette interview est faite pour le Conseil des résidents étrangers, j'aurais une question comme ça à poser. Est-ce que les jeunes qui fréquentent votre dispositif pourraient éventuellement avoir des parrains ou des marraines ? Pourquoi pas ? De toute façon, toute occasion de parler le français, de s'intégrer dans des dispositifs qui ouvrent en fait des portes est toujours bienvenue. Je pense notamment aux mineurs isolés. Vous devez en avoir un certain nombre, éventuellement parfois des réfugiés qui n'ont pas forcément le meilleur de leur, la mobilisation du meilleur de leurs compétences, étant donné les circonstances qu'ils ont traversées, quoi. Oui, nous avons beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de statuts très, très différents et nous travaillons aussi beaucoup en partenariat avec beaucoup d'associations. Nous participons dans le cadre du mois de l'autre au rallye interculte pour visiter les différents lieux de culte pour une ouverture. Nous travaillons avec bien sûr tout ce qui est les foyers qui proposent aussi des cours et beaucoup de choses supplémentaires pour démultiplier les chances d'apprentissage en français et dans le reste. Donc, tout en étant au lycée Le Corbusier, ce dispositif est quand même bien implanté dans les milieux associatifs de la ville de Strasbourg.
Dans les foyers d'accueil de ces jeunes, nous travaillons aussi avec certaines associations qui sont plus spécialisées justement dans les cours du soir ou les cours pour différents publics, puisque quand il s'agit de famille, il y a souvent les parents et c'est souvent les enfants qui apprennent beaucoup plus vite que leurs parents, et c'est souvent les enfants qui sont en charge des dossiers administratifs et qui souvent, donc, c'est eux qui accompagnent leurs parents dans la démarche et non l'inverse, parce qu'ils apprennent souvent plus vite le français. Ce qui pose aussi parfois certains problèmes de charge et de responsabilité. C'est-à-dire que souvent les enfants doivent prendre en charge des choses qui ne sont pas forcément de leur âge ou de leur responsabilité. Et c'est un poids supplémentaire encore sur les épaules de ces jeunes. Je vois que vous avez beaucoup de travail de pédagogie, d'écoute, d'accueil, de suivi. Moi, j'aurais envie de vous poser maintenant une question un petit peu plus à la fois personnelle et professionnelle. Comment est-ce qu'on devient coordinateur et professeur dans ces dispositifs, et quelles sont les conditions de travail ou d'investissement par rapport, disons, aux professeurs un peu plus classiques de l'éducation nationale ? Alors pour travailler dans le MOAF, il faut avoir une formation en français langue étrangère pour pouvoir justement avoir des compétences particulières pédagogiquement parlant pour s'adapter au mieux à ces élèves. Personnellement, c'est par justement l'intérêt pour ce public que je suis venue au MOAF, et parce que ce sont des élèves qui sont très gratifiants pour tous les professeurs, puisqu'ils sont motivés, ils apprennent. Et quand on voit l'étincelle de la compréhension dans leurs yeux, c'est extrêmement gratifiant du côté des professeurs. Et vraiment, il y a un engagement très fort, mais qui va parfois au-delà de la mission simplement de l'éducation nationale, puisqu'on est amené à gérer ou s'intéresser ou tout simplement avoir connaissance de beaucoup de choses plus personnelles, de la vie tout entière de ces jeunes. Et là, c'est quelque chose qui est extrêmement prenant. Et donc, on donne beaucoup de soi. On reçoit et on donne. Vous devez avoir le monde entier dans votre classe, par exemple. Oui, je n'ai pas fait le décompte de toutes les nationalités, mais effectivement, on brasse tous les continents. Quoique l'Océanie, je ne suis pas sûre, mais nous avons vraiment beaucoup, des dizaines et des dizaines de nationalités différentes. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les mêmes classes, nous avons des jeunes qui viennent de pays très différents et parfois opposés. Mais tous ont la clairvoyance de voir qu'ils sont là tous dans une difficulté, et ils sont tous là pour trouver des solutions. Donc on a rarement des problèmes entre les jeunes, et c'est vraiment très 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 exceptionnel, parce qu'ils ont tous bien compris que c'est une chance qui leur est donnée, et ils ont vraiment envie de la saisir. Alors là, c'est un scoop. Ça veut dire qu'au moins, dans le MOAF, il y a une mixité, une compréhension mutuelle. D'ordinaire, oui. Il y a une ambiance qui est d'ordinaire vraiment très agréable pour travailler, et dans une volonté vraiment de construire un projet et de s'en sortir et d'aller de l'avant. On ne se tourne jamais vers le passé, on regarde uniquement vers l'avenir. Et cet avenir, vous faites des suivis, vous revenez. Il y a des jeunes qui reviennent, qui vous racontent un petit peu leur parcours après. Oui, c'est un moment très intense, puisqu'en fait, ils passent toute la journée avec nous. Et il y a beaucoup qui reviennent, et même 10 ans après, qui ont une famille, et ils reviennent toujours parce que c'est vraiment un moment clé dans leur parcours de vie. Et donc, ils sont, avec de belles réussites, ils reviennent. Eh bien, merci Marie Sivon pour toutes ces informations très riches dont nous essaierons de faire bénéficier au mieux vous autres auditeurs. Et je voulais aussi voir si on peut rencontrer quelques-uns de vos élèves actuels. Merci à vous de vous intéresser à ce dispositif, et on va voir si quelques élèves sont prêts à vous raconter certaines choses. Merci. Mais avant d'entendre les témoignages de ces élèves, nous allons faire une petite pause musicale. Alors, dans un premier temps, nous allons vous proposer la chanson Le Brio de Big Soul. Apparemment, la chanteuse du groupe, à l'époque, avait une mère qui enseignait le français aux États-Unis, et elle a voulu écrire une chanson en hommage à elle. C'est devenu un succès international, et du coup, nous allons le réécouter sur RBS 91.9. Penchez la guitare, entonnez les tambours, moi j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4.
saison, un vacarme de tous les diables. Chantez juste ou chantez fort, je m'en fiche. Je peux faire la rac à la musique classique. Edith Piaf ne regrette rien. Les discothèques, monsieur, je suis allergique au jazz. Passez s'il vous plaît sur le jukebox. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais le rythme, la cadence, la chanson alors. Musique moderne, populaire, c'est un organe à la mode. Alors enfants, voudrez-vous branchez les guitares, chantez les guitares. Je m'en fiche, je fais le rock. Alors enfants, jouez! Branchez les guitares, le brio. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour, vous êtes un des élèves de ce dispositif du MOAF dont Madame Simon nous a bien expliqué le fonctionnement. Et pour notre radio, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce que vous en avez retiré et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Bonjour, moi je m'appelle Ahmad et alors je viens du Bangladesh et quand je suis venu en France, moi j'ai rien parlé, alors j'ai rien compris encore. Moi j'étais surprise quand les gens en train de parler, mais je n'avais pas compris tout du tout. Mais maintenant, moi, je parle encore, j'ai compris aussi bien. Parce que c'est grâce à mes professeurs de MOAF, il m'a aidé pour apprendre le français. Et encore, moi, je suis en train de... maintenant, moi, je viens de terminer ma formation. Et encore, pour l'instant, j'attends pour une place à aller au lycée. À quel lycée? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Moi, j'aimerais bien faire alors un diplôme qui corresponde avec les personnes âgées, avec les handicapés et les enfants aussi. Vous souhaitez soigner et accompagner les personnes handicapées? Oui, exactement. Ah ben c'est super. Merci. On vous a peut-être dit aussi qu'il y a du travail dans ce domaine. Oui, il y a du travail, mais il y a du travail, il y a plein de travail au restaurant, encore il y a autre chose aussi, mais moi j'ai plutôt intéressant avec qui correspondent avec les personnes âgées pour aider les gens alors. Très bien. On en a besoin, effectivement, Ouais. dans toute la France et dans tous les pays d'Europe. Donc ça, c'est formidable. Et vous allez avoir la place, là? Vous avez demandé quoi? Oui, j'ai déjà demandé pour avoir une place et encore, moi bientôt il va me confirmer alors pour avoir une place. Dans un lycée? Oui, dans un lycée. Dans un lycée. Ce sera peut-être demain ou la semaine prochaine. Que vous aurez la réponse. Oui, oui. Oh, Oui, oui, c'est on ça. tombe juste avant Ce sera demain alors. avant la réponse. Donc là, vous êtes un petit peu sur les dents. Vous attendez la réponse, Oui, j'imagine. oui, oui. Ah, mais je suis très content. Alors, moi, je veux vous dire alors que maintenant, moi, je parle, c'est à cause de moi, grâce à moi,
c'est tout le crédit. Moi, je donne le MOAF qui m'a aidé pour apprendre le français. Encore, le MOAF aussi m'a aidé pour avoir une place au lycée. C'était pas trop dur au début? Oui, c'était très dur. C'était très, très dur pour moi. Mais après, ça va aller alors. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de la langue française? Oui, la langue française, au début, c'était très dur pour moi et encore, c'était très bizarre pour moi. Moi, j'arrive pas à parler encore. J'avais le problème avec prononciation et encore, c'était dur. Oui, il y a beaucoup de mots qui va prononcer correctement. Alors maintenant, moi, je suis en train d'apprendre et ça va venir. Bonjour, je m'appelle Nisrine, j'ai 16 ans. Je suis en France depuis 7 mois. Je suis italienne d'origine marocaine et je suis venue en France pour apprendre mieux le français, pour finir mes études, pour avoir un diplôme et pour après travailler. Je parle arabe, italien, anglais et français. Et j'ai la chance d'être ici au MOAF parce que il n'y a pas beaucoup de possibilités. Et donc, je suis venue au MOAF aussi pour apprendre mieux le français et pour avoir une possibilité en plus pour mon avenir. Madame Simon nous a expliqué le MOAF et nous a dit que c'est pas évident d'y arriver. Donc, puis-je savoir un petit peu ce que vous avez fait un petit peu avant? Oui, j'ai eu la chance d'étudier le français pour 4 ans. Donc, c'est pas difficile pour moi. Et donc, là, j'ai déjà en Italie? Oui, en Italie. Et donc, pour commencer, c'était pas difficile. Mais maintenant, j'ai fait des choses que je n'ai pas étudiées en Italie. Donc, par exemple? Maintenant, on fait le passé composé en la grammaire. Oh. Donc, c'est une chose que j'ai commencé en Italie, mais on n'a pas fini. Et donc, il y a aussi des mots qu'on n'a pas étudiés en Italie et maintenant je sais. Moi, j'aime étudier les langues, j'aime parler avec les personnes, aider. Donc, je voudrais être sur le domaine de tourisme. Moi, je voudrais après faire un CAP, aussi un bac pro et on verra. Je sais pas encore. Bonjour, je m'appelle Zaira, je suis tchétchène. Je parle russe, tchétchène, un petit peu française. La première fois, je vais en l'autre lycée et faire les tests. Je ne sais pas, peut-être c'est DELF. Oui. Et peut-être la prochaine semaine, quelqu'un dit moi, en lycée Corbusier, il prend les élèves, toi, et je vais en cette lycée. Donc, il a fallu venir dans un lycée, passer des tests pour voir si le MOAF ou une autre classe pouvait vous prendre, c'est ça? Oui. Et MOAF, c'est très bien. Je pense peut-être pour les personnes qui parlent le français, c'est bien parce qu'elles apprennent français et après elles continuent et peut-être elles un petit peu parlent français. C'est bien, c'est très bien. Peut-être pour moi, c'est bien. Mais maintenant, je ne peux pas bien parler français, juste un petit peu. Vous êtes au début? Oui. Du MOAF. Depuis combien de temps vous êtes ici à Corbusier? 6 mois. 7 mois. 6 mois. 6 mois. Oui. D'accord, oui. Bonjour Lindrit. Bonjour madame. Donc vous avez fini le MOAF et vous êtes au lycée pour un CAP pour Oui, c'est pour CAP. Lequel? Comme ça, avec peinture. Peinture. Oui, peinture. Mm-hmm. Et du coup, vous venez d'où et qu'est-ce qui vous a amené en France? Comment? De quel pays vous venez? Je viens de Kosovo. Ça fait combien de temps que vous êtes en France? 6 mois. Avec la famille?
avec ma famille. Je suis en France avec ma famille. J'ai père, mère, un frère et une sœur. Avant de donner la parole à Madame Zorn, une des enseignantes du MOAF, nous allons faire une petite pause musicale avec encore une américaine, mais une vraie amoureuse de la France cette fois, Joséphine Baker. J'ai deux amours, mon pays et Paris. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour, donc je suis Madame Zorn, je suis enseignante de français langue étrangère au MOAF à Ilkirch. Je travaille donc avec des élèves allophones, c'est-à-dire qui ne parlent pas du tout français, de plus de 16 ans, mais de moins de 18 ans. Donc c'est un dispositif assez spécial. Et quand on est professeur de français langue étrangère et qu'on doit accueillir des élèves qui ne parlent absolument pas le français, comment ça se passe les premiers moments ? Alors, déjà, donc, ils ont un premier positionnement quand ils arrivent au lycée des Pontonniers. Et nous, on effectue une deuxième évaluation. Donc l'entretien, c'est beaucoup de gestes, beaucoup de... Voilà, c'est assez drôle. Et c'est comme ça pendant un bon gros mois, on va dire. Il faut passer par les images, il faut faire beaucoup de gestes, d'imitations, de tout ça. Donc c'est difficile, mais en même temps, c'est par là qu'on passe en fait pour qu'ils puissent comprendre. Donc il y a des situations assez drôles, mais
Par exemple, si quelque chose vous revient en tête. Par exemple, l'exemple qui revient à chaque fois, c'est quand on parle de ce qu'on appelle la routine quotidienne, donc qu'est-ce qu'ils font tous les jours. Et on peut être sûr que c'est toujours je couche à 23h. C'est se coucher. Et dans beaucoup de... Alors certains connaissent, parce que certains sont quand même... Pronominal. Voilà, les verbes pronominaux, effectivement. Donc ceux qui connaissent déjà, oh mon Dieu, ils sont complètement choqués. Pour ceux qui ne connaissent pas, bon, ça les choque pas plus que ça. Mais effectivement, donc ils vont faire leur exposé. Ils disent, oui, donc moi, je couche tous les jours. Et voilà, c'est des petites choses comme ça, mais oui. Mais effectivement, moi, en tant que professeur, c'est pas que moi, ma collègue aussi, on a un rôle vraiment, enfin, les premiers mois, du moins, on est au théâtre, quoi. On est en représentation, c'est-à-dire que on doit, on imite les lapins, on imite tout, quoi. Absolument. Et vous avez un peu des cadres, j'allais dire chorégraphiques presque, ou des scénarios Non, mais ça, parce qu'en fait, ce qui est très difficile, c'est que chaque élève arrive d'un pays différent, avec un bagage scolaire différent, voire inexistant. Et du coup, il faut s'adapter de jour en jour, voire d'heure en heure. Donc, c'est hyper personnalisé, ça. Comment vous faites? On le Mystère. On le fait. Oui, c'est vrai que c'est vrai que à y réfléchir, moi-même, je sais pas, mais c'est vrai qu'on adapte tout le temps. On adapte tout le temps pour être. On a des niveaux qui sont très très hétérogènes, qui sont très très différents. Donc, il va falloir pousser un petit peu plus pour la personne qui n'a jamais été à l'école. Et celle qui comprend bien, pareil, on va aller beaucoup plus vite. Mais oui, c'est très personnalisé, très adapté sur chaque groupe. Ouais. Et vous disiez que vous avez beau être professeur, enseignante de français langue étrangère, mais dans ce dispositif, vous avez des fonctions ou des rôles un peu plus... effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui sont ce qu'on appelle mineurs isolés. Donc, ils viennent en France sans leur famille, sans amis, sans personne. Et ils sont donc pris en charge par un foyer. Donc, ils ont des éducateurs, effectivement. Mais pour eux, on les voit tous les jours de 8h à 18h à peu près. Donc, c'est beaucoup plus facile pour nous d'endosser le rôle d'éducateur ou d'assistant social ou de psychologue voilà, on est un peu tout ça en même temps. Donc on a un rôle je veux pas dire très important pour les jeunes, mais en tout cas on est une référence personnelle, sociale, affective peut-être même, parce qu'ils nous voient vraiment beaucoup. Donc oui. Et cette charge, disons, relationnelle, comment ça se travaille, comment ça se vit au quotidien? Parce qu'il doit y avoir des hauts et des bas, quoi. Oui, effectivement, parfois c'est compliqué parce que y a des élèves qui viennent de pays, il faut le dire, très politiquement instables, voire en guerre. Et je sais que j'avais des élèves... parfois qui fondaient en larmes parce que voilà, la situation... politique faisait que il y a eu un attentat, il y a eu un problème et ils n'ont pas forcément non plus tous les moyens de communication en direct avec leur famille, donc c'est très très compliqué. Il y en a certains qui sont ici en France, qui sont dans des situations précaires parce que ils sont pas encore régularisés, ils ont des problèmes pour se loger, ils ont des problèmes pour se nourrir, donc c'est vraiment au cas par cas et c'est très compliqué parfois de pas trop s'investir en fait, parce que on peut pas être malheureusement on peut pas sauver tout le monde, être la maman de tout le monde, et ça devient compliqué, mais on y arrive. Et vous avez des échanges de pratiques ou de ce genre de choses, parce que c'est pas évident non plus de garder beaucoup de distance, la distance avec d'autres collègues au niveau du lycée. Vous n'êtes pas enfermé dans votre MOAF ici? Si. Pardon. Si. En fait, on est hébergé par le lycée. Donc, c'est vrai qu'on est totalement à part, étant donné c'est de l'intensif, c'est de l'enseignement intensif. On a les élèves du matin au soir. Donc, c'est vrai qu'ils sont
pas en contact souvent avec les autres lycéens, les autres professeurs. Et nous non plus, on est un peu dans notre bulle. Et c'est vrai que on échange en fait par après quand on arrive à les envoyer en CAP, en bac pro, ou dans d'autres formations. Mais auparavant, vraiment la priorité, oui, c'est l'apprentissage du français. Et là, on est vraiment, je ne veux pas dire tout seul, mais on est entre nous, on va dire. C'est vrai. Vous faites ça depuis longtemps ? Alors, j'ai commencé en mars 2016, donc ça fait 2 ans, pile poil. Et en fait, je suis arrivée... Alors, j'ai commencé en mars 2016 et j'avais fait un stage déjà auparavant au MOAF. Et donc, en fait, je ne suis jamais partie. Je suis arrivée, j'ai fait un stage, je ne suis jamais partie. Et c'est vrai que j'avais travaillé avant, j'ai travaillé avec des étudiants, j'ai travaillé dans l'éducation nationale en tant que prof, voilà, dans des classes normales, si on peut dire. Mais c'est complètement différent. C'est peut-être difficile parce que justement, ils ne parlent pas français, ils ont des situations qui sont beaucoup plus difficiles. Mais c'est aussi beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus valorisant, c'est beaucoup plus utile, en somme. Donc voilà. Donc vous voyez plus facilement peut-être le résultat oui. entre l'avant et après. Tout à fait. Déjà, il faut leur laisser ça. Ils ont beaucoup de travail. On leur demande énormément. Et ils apprennent quand même assez rapidement. Ils sont très, très sollicités. Et si on compare vraiment aux élèves qui sont dans des lycées, qui sont un peu obligés de suivre une formation... que ce soit un CAP ou autre chose. Au niveau comportement disciplinaire, on n'a quasiment aucun problème. Donc, on a beaucoup de chance sur ce point-là parce qu'ils sont... la plupart des élèves qu'on a. Après, on a eu des soucis. Il y a des élèves qui n'ont pas pu rester au MOAF parce que c'est un dispositif qui ne leur convenait pas, que la charge de travail était trop grande et qu'ils n'arrivaient pas à se conformer en fait à un rythme scolaire. Mais sinon, on a les élèves qu'on a en classe sont plutôt respectueux. On n'a aucun problème de comportement ou de discipline. Donc, c'est agréable, c'est très agréable. Vous semblez décrire plutôt un dispositif de formation sur la base du volontariat presque adulte, quoi. Oui. Une fois que l'évaluation est faite. Oui, alors effectivement. Donc après, pour certains, pour arriver à ce stade, ça prend quand même un peu de temps. Mais ils sont, pour la plupart, conscients que l'enjeu, c'est leur futur, c'est de rester en France, c'est de travailler. Donc, ils prennent quand même conscience que c'est une étape importante et que voilà, s'ils ne jouent pas le jeu, c'est fini pour eux. Donc voilà, ils sont quand même attachés à leur place ici. Ouais. Donc, et le fait qu'ils proviennent de différentes nationalités, de différentes cultures, etc., ça se passe comment ça se passe plutôt bien. Ils sont plutôt curieux, c'est plutôt enrichissant pour eux. C'est vrai que... quand on peut échanger sur ce qu'ils faisaient avant ou comment ça se passe dans leur pays, ils sont toujours très, très enthousiastes. Et il y a parfois certaines nationalités qu'on pourrait penser qu'ils ne s'entendent pas ou qu'il y ait un peu de ressentiment par rapport justement à des problèmes géopolitiques. Et moi, en tout cas, personnellement, dans les groupes pour lesquels j'ai enseigné, j'ai jamais ressenti ça. Il y a jamais eu... Ils étaient toujours... respectueux entre eux sur un pied d'égalité en fait, parce qu'ils sont là pour apprendre tous, donc au final il n'y a pas de problème de nationalité, c'est plus une richesse et un échange qu'un problème. Et justement, pour arriver à l'apprentissage, je voudrais savoir, parce qu'il y a 2 gros stéréotypes. Le premier, c'est le français est une langue très difficile par rapport à l'anglais. Et le deuxième, on l'apprend plus ou moins bien selon la culture et la langue d'origine. Est-ce voilà, qu'est-ce Alors, oui, les deux sont vrais. C'est-à-dire que le français n'est pas une langue facile du tout. C'est une langue qui a que... Eux, ils voient comme une langue qui n'a que des exceptions.
C'est-à-dire qu'il n'y a aucune logique. Et c'est vrai, pour beaucoup de choses, il n'y a aucune logique, il faut apprendre. Donc voilà. Et concernant le fait que... c'était quoi ? J'ai oublié déjà. Eh bien on peut apprendre plus ou moins bien le français selon la langue d'origine. Effectivement. Alors, il y a beaucoup d'exemples et de contre-exemples. C'est-à-dire que nous avons de plus en plus beaucoup d'Italiens qui viennent apprendre le français. Et pour eux, bizarrement ou pas, ça dépend du point de vue, mais étant donné qu'ils ont une langue qui est plutôt proche, ils sont plutôt moins forts que ceux qui ont une langue complètement différente. Parce qu'on a beaucoup de jeunes du Bangladesh ou du Pakistan, ou des choses comme ça, où les alphabets sont vraiment, vraiment différents. C'est vraiment difficile pour eux de rentrer dans l'écrit, mais ils sont, je ne veux pas dire beaucoup plus motivés, mais ils savent qu'ils n'ont pas le choix. Pour apprendre le français, ils doivent l'apprendre. Ils doivent complètement changer leur mode de fonctionnement scolaire, etc. Donc ils n'ont pas le choix. Ceux qui ont une langue plus proche, ils ont tendance à se reposer en fait sur le fait qu'ils connaissent déjà un peu, et du coup, c'est vrai que ça marche un peu moins bien, bizarrement. Donc, en fait, c'est des faux amis, quoi. Exactement. Donc, on a souvent des surprises. Il y en a souvent qui se révèlent des langues qui sont très très lointaines, très loin du français, et ils arrivent mieux à s'en sortir, effectivement. Pour arriver à transmettre cet enseignement, est-ce que vous appuyez sur des méthodes pédagogiques particulières ou vous piquez un peu partout en même temps pour pouvoir y arriver? Oui, alors effectivement, le gros problème, c'est que pour ce genre de public, il n'y a aucune méthode, il n'y a aucune, je veux dire aucun manuel en fait qui est spécifique. Donc ce qu'on fait effectivement, c'est qu'on doit piocher dans tout ce qu'on trouve. On doit piocher. Ça peut être aussi des choses après. C'est beaucoup de choses qu'on crée, qu'on fait nous-mêmes. Moi, je suis très axée aussi sur tout ce qui est le jeu. Donc, on va faire des questions pour un champion, par exemple, avec eux, des choses comme ça. Mais il y a une base qu'on apprend à l'université, tout ça. C'est ce qu'on appelle la méthode communicative, en fait, où ce qui prime, c'est de comprendre, se faire comprendre. C'est vraiment ce qui est important. Et on met un peu de côté tout ce qui est grammaire, tout ce qui est très, très, très scolaire, etc. Même si on leur apprend, parce que moi, personnellement, je pense qu'on ne peut pas écrire un texte si on apprend juste une phrase toute faite. Donc, je préfère aussi décomposer. Mais c'est vrai qu'on passe par la communication, toutes les situations qu'ils peuvent rencontrer quotidiennement. C'est tout bête, quand ils doivent tous faire un abonnement de tram, ils doivent tous faire un abonnement de train. Donc ça passe par là, et rien que ça, c'est déjà beaucoup, quoi. Il y a beaucoup à voir. Comment s'exprimer, comment poser une question, comment la différenciation entre tu et vous. Il y a énormément de choses dans un sujet, quoi. Et vous, ça vous plaît encore, toujours? Oui. Sinon, je ne serais plus là, parce que sincèrement, on travaille quand même beaucoup. On travaille. En fait, c'est sans cesse. C'est-à-dire que c'est pas, comme vous disiez avant, on n'est pas seulement prof. On est aussi là. Ils ont souvent des problèmes annexes, donc qu'on doit régler. Donc, je pense que si on n'aime pas ça, on reste pas. C'est sûr. Ils ont peut-être des problèmes, mais qu'est-ce qu'ils vous apportent? Puisque vous aimez ça, il y a quand même un échange, j'imagine. Tout à fait. Le fait justement qu'ils soient de nationalités très différentes, de pays très différents, c'est une énorme richesse. Ils apportent... ils sont... Moi, vous avez des recettes de cuisine nouvelles, peut-être? Alors, effectivement, on a la chance, à la fin de chaque module, et on en a 2 par an, on a la chance de faire une fête pour laquelle ils cuisinent des spécialités de leur pays, et ils nous ramènent des choses. Donc, ils sont pour la plupart très fiers de nous faire goûter. Alors, c'est pas toujours facile, parce qu'il y a certains pays où c'est très, très épicé. Donc, des fois, on a vraiment, vraiment beaucoup de mal. Mais c'est toujours... de jour en jour, on découvre, en fait. On les découvre eux, on découvre leur culture, on découvre leur pays, et c'est hyper intéressant, et voilà. Et il y a toujours la dimension aussi d'être utile, parce qu'on a l'impression ils sont en demande. C'est un public qui est vraiment en demande, qui a envie de s'intégrer, qui a envie d'avoir un travail, de construire sa vie ici.
Donc c'est vraiment, on construit ensemble leur parcours et c'est très intéressant, quoi. Bien, à moins que vous ayez encore des choses qui vous semblent importantes à dire, on va vous remercier d'être venu nous répondre à nos questions. Micro. Merci. Merci, Madame Zorn. Notre émission touche à sa fin. Merci à nos auditeurs et nos auditrices qui nous sont fidèles et celles et ceux qui nous rejoignent. Nous vous donnons rendez-vous même jour, même heure sur RBS 91.9 avec de Strasbourg et d'ailleurs. Et tout de suite, la parole est donnée à nos amis d'Afrique Hebdo. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société sur RBS 91.9.